tous les Africains ne font jamais de luxation de la hanche. Pourquoi? Tout simplement de par la position. Comme ils mettent leurs enfants jambes écartées, vous n'allez jamais retrouver Africains d'Afrique noire, hein, bien sûr, avec des enfants qui ont une luxation de la hanche. Vous ne trouverez jamais de noirs africains avec une luxation de la hanche, parce qu'ils portent leur bébé en abduction. C'est logique. Enfin, même s'il y a une dysplasie de la hanche, le fait de porter leur bébé avec les hanches écartées, en abduction, ils réduisent la hanche. Alors, il y a des facteurs de risque, évidemment. Il y a des facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, on va les lire ensemble et vous allez voir que il n'y a pas de souci, vous allez les comprendre facilement. Il y a des facteurs d'appui, donc il y a des facteurs où c'est par appui direct. La prénatalité. Une femme, quand c'est son premier bébé, un petit bassin, des appuis directs sur le grand tronc, donc forcément, c'est un facteur endogène, exogène, on va dire exogène. On est d'accord? La prénatalité. Le gros poids de naissance. Le gros poids de naissance. Un gros poids de naissance, c'est logique, un gros bébé, mais il va donner un appui direct. La présentation de siège, on en a parlé. La présentation de siège, on en a parlé. Et la jumélité, quand il y en a deux à l'intérieur, ben forcément, ça donne, il y a moins de place et donc ça se bouscule et il y a plus d'appui. Il y a les facteurs génétiques, en fait. Alors, les facteurs génétiques, la LCH est plus fréquente chez la fille. Retenez ça, hein, parce que dans vos questions lors du résidana, ça peut être ça. Hein. Les facteurs génétiques. Alors, les filles sont plus souvent touchées. Deuxièmement, les antécédents familiaux. Il faut savoir qu'il y a des familles à luxation de la hanche. Ce n'est pas héréditaire directement, mais il y a des familles à luxation de la hanche. Et quand on a une information associée, retenez les enfants que quand on a un enfant qui consulte pour un pied beau, il faut examiner les hanches. Quand il y a un enfant qui consulte pour un torticolis congénital, il faut examiner les hanches. Il a une petite malformation de l'âme, un polydactylie, syndactylie, il faut examiner les hanches. Toute malformation associée, toute malformation nous fait penser qu'il faut examiner les hanches chez le bébé. L'origine géographique, je ne sais pas si c'est très important pour vous, mais par exemple, sur vos bouquins français, vous allez trouver que la Bretagne est très souvent atteinte et que chez nous, c'est souvent la wilaya de Tlemcen. Voilà. Mais je ne sais pas si franchement si c'est important, moi je pense pas à mon avis. L'examen clinique. L'examen clinique, il faut savoir que l'examen clinique, il y a, en plus de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire les 7 circonstances où il faut absolument rechercher l'examen clinique, il faut rechercher une luxation congénitale de la hanche. Il y a 2 signes fondamentaux. Il y a 2 signes, il faut vraiment les rechercher. Le premier signe, c'est une insuffisance d'abduction. Tout bébé quand on le pose sur un lit d'examen, ne fait pas suffisamment d'abduction, c'est un bébé à risque, c'est une hanche à risque. Premier signe. Le deuxième signe, ce n'est que là où on va rechercher le ressaut, ce que vous connaissez déjà. Le ressaut et ce qui s'ensuit, on va le développer. D'accord? On va commencer par l'insuffisance d'abduction. Il faut savoir, quand on examine un enfant, d'accord, les premiers signes, la première des choses qu'on fait, on le met sur la table d'examen. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une inspection. On regarde. L'attitude spontanée. Il faut savoir que les attitudes doivent être parfaitement symétriques. Et un bébé doit être en abduction de façon symétrique. Vous voyez là? En abduction de façon symétrique. Ça, c'est une abduction qui est bonne. Mais là, par exemple, ça, c'est une insuffisance d'abduction. Si on a ça en spontané, eh bien, c'est une insuffisance d'abduction. Et ça doit nous faire réfléchir. Déjà. Donc, premier temps, l'inspection. L'inspection à la recherche d'une attitude spontanée, d'une gesticulation asymétrique, en sachant que si c'est une luxation bilatérale, ça sera symétrique mais insuffisant. Au lieu qu'il y ait une grande abduction, mais ce sera beaucoup moins. Deuxièmement, examen de l'abduction, c'est le volet d'abduction. Donc nous, là, on a vu, que ce soit bon ou pas bon, on a fait notre inspection. On prend notre enfant et on fait l'abduction. Alors, ce qu'il faudrait que vous compreniez, les enfants, c'est qu'il y a 2 types d'abduction. Il y a l'abduction doit se faire toujours, l'essentiel. Hanche fléchie, genou fléchi. D'accord? Comme une attitude spontanée. Mais hanche fléchie, genou fléchi.
On va faire un angle rapide, on va faire un mouvement d'abduction très rapide. Au début rapide, ce volet doit se faire entre 40 et 65 degrés. Ce volet rapide, c'est le premier mouvement, c'est pour le tonus des adducteurs, puis après on va prolonger, donc on va faire un mouvement rapide, après on va prolonger ce mouvement lentement, d'accord? C'est l'abduction lente, d'accord? C'est lent, c'est pour voir l'amplitude totale des adducteurs. Et pour voir s'il n'y a pas, vous le voyez ici, de rétraction des adducteurs. Cet angle doit arriver jusqu'à 85 degrés. Vous voyez ici, là, attendez. Jusqu'à 85 degrés. 85 degrés, vous l'avez, voilà, 85 degrés. 85 degrés, c'est presque la table. Hein. C'est vraiment presque 90 degrés. C'est presque faire arriver l'enfant à la table. Donc, on a dit premièrement l'inspection. Deuxièmement, l'examen de l'abduction. On voit s'il y a une défaut d'abduction. Et bien sûr, le normal, c'est une abduction complète et complètement. La normale, le pathologique, c'est quand c'est limité. On est bien d'accord. On continue. Toute asymétrie, comme on le voit ici, vous le voyez ici, toute asymétrie et tout défaut d'abduction est une hanche à risque. On n'a pas encore fait notre diagnostic, mais c'est une hanche à risque. Après, on va se mettre à chercher des signes indirects. D'accord? Donc, on a dit les signes indirects. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire trouver une bonne abduction, tout est normal, mais alors il faut quand même compléter l'examen clinique. C'est ce qu'on appelle par exemple le premier signe indirect, c'est un raccourcissement de la cuisse. C'est le signe de Galeazzi. C'est quoi ce signe de Galeazzi? En fait, si vous regardez en bas, regardez ici, d'accord, les genoux ne sont pas au même niveau. Mais en fait, pourquoi ils ne sont pas au même niveau? Là, ce qui est vert, c'est ce qui est normal, d'accord? Ce qui est vert, c'est ce qui est normal. Vous le voyez, voilà. Et ce qui est anormal, c'est ce qui est rouge. C'est ça. Mais en fait, pourquoi? La hanche, comme elle est luxée, sa place étant ici normalement, le fait qu'elle soit luxée, la cuisse est plus courte. Quand la cuisse est plus courte, eh bien, ça donne des genoux qui ne sont pas au même niveau. Tout simplement. Si la hanche, si vous voyez bien ici, si la hanche était en plat à l'intérieur du côtier, la cuisse serait aussi longue, aurait la même longueur que la cuisse contralatérale. Donc, comme signe indirect, nous avons le signe de Galeazzi. C'est un raccourcissement de la cuisse. Le deuxième signe, c'est l'asymétrie des plis. Je vais parler partons du même principe que ce que je vous ai expliqué sur cette diapo. Quand une hanche est raccourcie, l'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est que quand vous avez une manche, et que si c'est raccourci, si le membre est raccourci, forcément on aura plus de plis. Donc forcément, quand on a un examen clinique comme ça, une asymétrie des plis, il est logique de se dire sur cette plaque que c'est cette hanche où il y a 2 plis qui est pathologique. Comme la hanche est enfoncée, c'est comme une manche qu'on enfonce comme une main qu'on enfonce dans une manche, il y aura forcément plus de plis. Donc, l'asymétrie des plis inguinaux, des plis fessiers et des plis poplités. On est bien d'accord? Très bien. Ensuite, comme troisième signe indirect, nous aurons la rétraction des ischio-jambiers. La rétraction des ischio-jambiers, en fait, si vous voyez cet enfant qui est là, on essaie de faire l'extension du genou, en cas de luxation de la hanche, cette extension est incomplète. C'est ce qu'on appelle les ischio-jambiers qui sont rétractés, une rétraction des ischio-jambiers. Alors, parlons maintenant des signes directs. Les signes directs, on en parle de l'abduction et des signes indirects et qui s'ensuivent. Maintenant, le signe direct d'une luxation de la hanche, c'est de diagnostiquer la luxation. Vous attendez là, et il faut qu'on montre qu'il y a une luxation de la hanche. C'est quoi?
faire nos deux manœuvres. Il y a la manœuvre de l'eau que vous avez ici et la manœuvre d'ortolanie. Moi, j'aime bien mettre ces deux, j'aimerais bien que vous appreniez parfaitement pour vous retenir le smiley. En fait, la manœuvre de Barlow avec un smiley un peu en colère. Et pourquoi? Parce que le test de Barlow, il cherche à luxer la hanche. Alors que l'ortolanie, bien au contraire, c'est une hanche luxée et on veut la réduire. Donc en fait, c'est le beau rôle. Commençons par la manœuvre de Barlow. La manœuvre de Barlow, alors par exemple, si on a un examen clinique, une hanche symétrique, tout va bien, une bonne abduction, si tout est correct, eh ben on va faire la manœuvre de Barlow pour essayer de luxer cette hanche. Et on fait des mouvements de pronosupination. Au niveau, on prend la cuisse, on fait des mouvements de pronosupination. D'accord? La manœuvre de Barlow, d'ortolanie, c'est différent. La manœuvre d'ortolanie, alors qu'est-ce que c'est cette manœuvre? En fait, on met les hanches en adduction d'abord, c'est-à-dire on les joint. Et après, on cherche dans un mouvement brusque, on fait une abduction brusque. Cette abduction va réduire, en s'appuyant sur le grand trochanter. Et on va réduire cette hanche. Donc en fait, c'est le beau rôle. On veut réduire et remettre en place. Dans les deux cas, que ce soit le Barlow ou l'ortolanie, le Barlow qui cherche à luxer la hanche ou l'ortolanie qui cherche à la réduire, on aura ce qu'on appelle un ressaut. C'est ce qu'on a ici. Le ressaut, en fait, c'est, si vous voulez, les enfants, le ressaut, c'est ce franchissement de la tête, quand on a une tête, quand elle franchit le nimbus, le sourcil cotyloïdien, quand elle le franchit, c'est ce ressaut, c'est pas un craquement, c'est une sensation, ça se ressent, c'est à la main, au toucher. C'est cette sensation qui fait qu'on a un ressaut. Soit il est franc, d'accord, c'est un ressaut franc, comme on le voit ici, vous me suivez avec moi là. Voilà, ça c'est un ressaut franc, le 1, parce qu'on a un joli nimbus ici. Si on a un nimbus un petit peu émoussé, et bien le ressaut, il va être un peu moins perceptible. S'il n'y a pas du tout de nimbus, s'il n'y a pas du tout de sourcil, le toit du côté, il est presque effacé, c'est presque ouvert, et bien nous aurons un piston. Ça remonte et ça descend, ça remonte et ça descend tout simplement. La fin de notre examen clinique va nous retrouver, soit vous le voyez comme numéro 1 ici, numéro 1, une hanche luxable, c'est-à-dire qu'elle est en place, mais elle est luxable, on arrive à la luxer. Ou bien une hanche luxée, c'est-à-dire qu'elle est en dehors, mais avec l'ortolanie, elle est réductible, on a pu la réduire. Ou bien une hanche luxée et réductible. Terminé, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire en examen clinique. Ça, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on va demander comme examen complémentaire? Échographie, radiographie, je pense que vous, à votre stade, vous savez très bien tout ça. Je voulais juste que vous compreniez, qu'on voit ensemble cette image. Il faut savoir que ce qui est en noir, c'est ce qu'on voit sur une radiographie. Et ce qui est en hachuré, vous voyez ce qui était hachuré ici, c'est ce qu'on ne voit pas sur une radiographie. Pourquoi je vous dis ça? En fait, parce que si vous voyez, à hanche droite, il y a un côté qui est parfaitement normal, côté sain, et il y a un côté qui est pathologique. Mais si vous voyez bien sur ce qui est noir, c'est exactement la même image sur une radiographie. Ça veut dire que la radiographie, jusqu'à l'âge de 4 mois, ne peut pas nous diagnostiquer même pas une dysplasie de la hanche. C'est pour ça qu'on fait une échographie. Et donc l'échographie va nous permettre le dépistage précoce, donc avant l'âge de 4 mois. Elle va mettre en dynamique, on va nous donner deux choses. Il faut savoir que l'échographie sert à deux choses. Premièrement, en dynamique, elle va nous mettre en évidence la luxation, c'est-à-dire ça saurait par an, donc elle va nous mettre en évidence une luxation. Et deuxièmement, elle va nous calculer ce cotyle, s'il est creusé, pas creusé, et donc elle va nous montrer une tête avec un taux de recouvrement. Et donc elle va nous permettre cette échographie va nous permettre de faire le diagnostic de dysplasie acétabulaire. Donc l'échographie sert, 1, à mettre en évidence la luxation, mais 2, elle sert à mettre en évidence la dysplasie, en sachant que dans notre cas, on cherche surtout la dysplasie. Parce que même si c'est une hanche qui est en place, si jamais il y a une dysplasie, on saura que cette hanche peut se luxer ultérieurement. On est bien d'accord.
Ok? On continue. Donc ça, c'est juste les images échographiques. Ça, c'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Quels sont les éléments à rechercher sur une radiographie du bassin? Parlons de la radiographie. Sur la radiographie du bassin, on va chercher, premièrement, vous voyez ici, premièrement, l'apparition des lèvres. Donc, dès que vous avez une radio en face de vous, la première des choses que vous devez, et réfléchissez avec ces 1, 2, 3, ces 3 points que vous avez en face de vous. Retenez ça. Dès qu'on a une radio du bassin, la première des choses, c'est est-ce qu'il y a un noyau épiphysaire ou non? D'accord? Là, par exemple, en l'occurrence, on a des noyaux épiphysaires. Vous les voyez? S'ils sont là, ces noyaux épiphysaires, quelle est leur situation? Est-ce qu'ils sont en place ou non? On va voir comment savoir s'ils sont en place ou non. Et ce n'est qu'en troisième position qu'on va chercher à comprendre et à voir comment il se cotise. Vous voyez le cotyle là? Comment il se cotise? Est-ce qu'il est bon? Pas bon? Dysplasie? Creux? Pas creux? D'accord? Donc, devant toute radiographie du bassin, premièrement, rechercher le noyau épiphysaire. Est-ce qu'ils sont présents ou non? Deuxièmement, leur situation. Et troisièmement, le cotyle. Donc, le toit du cotyle pour voir une dysplasie à cet angle. Il y a des constructions qui sont débiles. Voilà. On a dit 3 points. Premièrement, l'existence du noyau épiphysaire. S'il n'existe pas, on fait cette construction que vous avez en face de vous. La construction de Petit. Retenez une phrase, les enfants. Moi, c'est ce que je dis dans tous mes cours. Petit. C'est juste pour que vous puissiez retenir quelque chose. Petit, si c'est petit, ben on fait la construction de petit. Il n'y a pas de noyau épiphysaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez les branches vertes là? Les lignes vertes que vous avez ici. C'est une ligne tangente au col. D'accord? Cette ligne tangente au col, on la met à verticale et elle doit traverser le cotyle. Vous voyez le cotyle là? Elle doit traverser le cotyle dans la moitié ou dans les 2/3 internes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit à l'intérieur. Si cette ligne part à l'extérieur, eh bien forcément il y a une luxation. Ok? Donc quand il n'y a pas de noyau épiphysaire, on fait la construction de Petit. On trace une ligne verticale au col du fémur. Cette ligne verticale doit passer à la moitié ou aux 2/3 internes du toit du cotyle. Premièrement, donc on a dit s'il n'y a pas de noyau épiphysaire. S'il y a des noyaux épiphysaires, on les voit là, des noyaux épiphysaires, il faudra faire la construction d'ombre d'âme. La construction d'ombre d'âme, c'est quoi? On va tracer premièrement une ligne horizontale. C'est la ligne du cartilage des Y. C'est quoi ce fameux cartilage des Y? Je suis sûre que vous avez dû oublier ça. C'est un Y. D'accord? C'est un Y, c'est ça. Il va unir quoi? Il va unir l'os iliaque, l'ischio et le pubis. L'union se fait dans un cartilage en Y. Ce cartilage en Y vous donne un espace noir, vous le voyez ici, d'accord? En dessous de toute cette aile iliaque. On a l'aile iliaque qui est ici, et en dessous on a l'espace noir. C'est ça le cartilage en Y. On trace la ligne des Y. Après, on trace une ligne verticale sur le point, ça c'est le toit du cotyle, vous le voyez. Et il y a le point E, c'est le point le plus externe, c'est le simulé presque le sourcil cotyloïdien. On va tracer la verticale. On va se retrouver avec 4 cadrans. 1, 2, 3 et 4. C'est le noyau épiphysaire doit être dans le cadran inféro-interne, tout simplement. D'accord? Alors on continue, ça c'est toujours la construction d'ombre d'âme, mais c'est plus simplifié. Là on a l'allée des Y, la verticale c'est le point E le plus externe ici, à droite un noyau qui est à l'intérieur du cadran inféro-interne, et ici à gauche, une hanche fixée avec un noyau à l'extérieur. Après on a, quand l'enfant est plus grand, on a
le cintre cervico-obturateur. Donc, c'est quoi ce cintre cervico-obturateur? Quand on indique un cintre, je vous ai mis en haut un cintre. Donc, en fait, si vous voyez ici, suivez avec moi, le cintre, nous, on veut, c'est ce rond-là qu'on veut voir. La continuité de ce cintre, la continuité de ce rond. D'accord? Donc, sur une hanche normale, il y a une continuité. Le rétro-obturateur, qui est ici, le rétro-obturateur, se continue avec le col. Donc, on a un cintre cervico-obturateur. À gauche, on a le rétro-obturateur qui ne se continue pas. Ne se continue pas avec le col. Et donc, du coup, on a une rupture du cintre cervico-obturateur. Je vous le répète, je vous le remets parce que c'est important. Il y a le cintre cervico-obturateur qui est bon à droite, on le voit parfaitement, et à gauche, le cintre cervico-obturateur ne se continue pas, et donc il y a une rupture du cintre cervico-obturateur, qui est une luxation de la hanche, évidemment. Troisièmement, parlons de la dysplasie. La dysplasie acétabulaire, ça c'est le toit du côté, vous êtes d'accord? Ça, c'est le toit du côté. Logiquement, si le côté est creusé, s'il est creusé, ça veut dire que cet angle doit être petit. Mais s'il est ouvert, cet angle va être ouvert. On est d'accord? Le côté, s'il est parfaitement creusé, l'angle va être tout petit. L'ouverture du côté, c'est-à-dire la dysplasie acétabulaire, va nous donner un grand angle. L'angle va être ouvert. Il faut savoir que, ça c'est important ce que je vais vous dire, à la naissance, il est de 35 degrés. C'est normal à la naissance. Mais il va diminuer de 2 degrés par mois jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord? En cas de dysplasie de la hanche, cet angle alpha, vous le voyez ici, cet angle acétabulaire est très augmenté. Comme on le voit ici, il est très ouvert. Vous voyez ici? Très ouvert ici. Ça, ce sont juste des exercices pratiques. Là, on voit bien que ça, c'est une luxation bilatérale. On voit d'ailleurs des noyaux utilisés en cadran inférieur et externe, luxation bilatérale. Ça, il faut faire, il n'y a pas de noyau épiphysaire, donc on fait une construction de pupille. On voit bien que là, elle est en place, elle est dans le soit cotyloïdien, que là, le cotyle est très ouvert ici, et que la ligne est carrément au niveau de l'iliaque. Et donc, du coup, ensuite, tout ça, ce sont des exercices. Hein. C'est pas important pour vous, pas votre niveau, pas votre stade. Ça ne va pas vous servir pour votre niveau. Quel est le principe du traitement? Le traitement, il faut une réduction. Après la réduction, il faut la stabilité. Et surtout, il faut traiter une dysplasie de la hanche. Alors, il faut savoir que, en général, on a deux types de traitements. Soit le traitement ambulatoire, soit le traitement en hospitalisation. Le traitement ambulatoire, en premier, c'est ça. Quand l'enfant est petit, quand c'est nouveau-né, un simple enjambement dans l'abduction suffit. C'est ce que vous avez ici. Un enjambement dans l'abduction, c'est des hanches. Et donc, si vous remarquez, un enjambement. D'accord? Et si l'enfant est un peu plus âgé, eh bien, on met ce qu'on appelle des culottes d'abduction. Ce sont des culottes avec des petites bretelles, c'est des culottes, ça s'appelle comme ça. Les culottes d'abduction, il y a des petites bretelles avec un coussinet au milieu, vous voyez ici, et qui met quand même la hanche en abduction. Abduction, regardez bien, à 70 degrés. Au-delà du volet long. D'accord? Au-delà du volet rapide, je veux dire. Donc, on a une flexion de la hanche à 90 degrés, une abduction de la hanche avec une rotation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est flexion de la hanche à 90 degrés, on le voit ici, à 90 degrés, d'accord? Et avec une abduction maximum des jambes pour vraiment écarter à 70 degrés. Mais la question qui se pose, vous allez me dire, mais normalement, il y a une limitation de l'abduction. Mais on a dit pas dans tous les cas. Quand il n'y a pas de limitation de l'abduction, on met l'enjambement d'abduction culotte d'abduction. S'il y a une défaut d'abduction, donc limitation de l'abduction, on passe au harnais de Paradis. Le harnais de Paradis est indiqué à tout âge s'il y a une limitation de l'abduction. Retenez ça. C'est-à-dire qu'il a 2 mois, mais la limitation de l'abduction est très importante. On n'arrive pas à gagner avec une culotte, on lui met un harnais de Paradis.
Le harnais de plastique est indiqué en cas de limitation de l'abduction. D'accord? Ce harnais a deux sangles, une sangle de sangle, regardez bien, deux dents qui sont verticales, c'est ce qu'on a ici, et c'est ce qu'on a ici sur cette photo verticale. Ça, c'est pour aider la flexion de la hanche pour la mettre à 90 degrés. D'accord? Et en postérieur, on a des sangles croisées. Vous les voyez ici, elles sont croisées. Elles sont croisées en fait parce que plus on serre, plus on va attirer la hanche en postérieur et ça va permettre l'abduction. D'accord? Donc, harnais de plastique, en serrant devant, on va traiter, on va mettre la hanche en abduction. En serrant derrière, et bien on va le mettre en abduction. Le troisième type de traitement, ce sont les arrêts d'abduction de petits. Ce sont des traitements complémentaires. C'est un traitement complémentaire de place, de tout ce que vous voulez. C'est un traitement complémentaire. Ce n'est jamais un traitement définitif d'enlever. On n'a pas une façon de la hanche enlevée et une assiette de petits. D'accord? C'est bon. C'est un traitement de complément. Ensuite, on a un traitement en ambulatoire et puis on a un traitement hospitalier. Le traitement hospitalier, c'est une traction. Vous avez tous des tractions. Et alors, en fait, c'est traction. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux types de tractions. D'accord? La traction au zénith, c'est ce qu'on a ici. Attendez, ça va revenir. Après au zénith, ça veut dire qu'on va mettre les hanches à 90 degrés. On va les tracter vers le haut, au zénith. En fait, elles sont utilisées quand la personne n'a pas encore marché. C'est important. La traction au zénith, c'est pour une traction quand l'enfant n'a pas encore marché. Pour respecter le fléchon physiologique. La traction dans l'axe, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire à l'horizontale. D'accord? Ce sont des tractions qui sont faites quand l'enfant a déjà marché et qui a perdu son fléchon physiologique. Et donc, on peut le mettre en traction. Cette traction, quelle que soit la traction, il y a une phase de traction et d'abaissement, donc on fait des poids progressifs, on va tracer. Une fois que la tête est en place, elle est en face, on a suffisamment tiré et qu'elle est en face du côté, on va commencer l'abduction pour le recentrage, c'est-à-dire la tête, on va la replacer en face du côté. Une fois qu'on l'a bien mis dans l'abduction, on fait une pénétration, donc traction, phase d'abaissement, phase de recentrage dans l'abduction et phase de pénétration. On relâche les poids pour que la tête puisse rentrer. Le traitement chirurgical, je voulais vous dire, et ça tout le monde voulait dire, c'était s'il y a un échec du traitement, un échec de la prise en charge d'un traitement orthopédique de la hanche, et bien il faut faire un traitement chirurgical. Mais si c'est un échec de la prise en charge d'un logement derrière le pour pouvoir traiter orthopédiquement. Sauf qu'il y a un obstacle à l'intérieur de la hanche qui devait être levé. Donc il faut savoir que comment chirurgical, c'est de tomber bien on ouvre la hanche, on va délarbre, on repositionne la hanche, on retourne la capsule, on la suture, on crache le bassin, le dessous du bassin, pour recentrer la capsule du bassin, on recouvre la tête. C'est vraiment une grosse chirurgie pour de petits enfants. L'idéal, c'est de traiter orthopédiquement. On passe aux indications. Ça paraît, il y a beaucoup d'écritures, mais c'est très simple. Franchement, c'est très simple. On va juste dire, en cas de hanche luxable, c'est-à-dire qu'on a fait sur la clinique, la hanche en place. La hanche en place, on est bien d'accord, mais on arrive à la luxer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le choix. Soit un traitement orthopédique ambulatoire d'emblée, c'est-à-dire que si c'est un bébé, on va dire en place. Elle est en place, on en a pas à luxer. C'est ce qu'on fait. Soit on met l'abduction, on a l'abduction, on met les culottes, c'est ce qu'on en a parlé. S'il y a une abduction, on met un médicament. Il est essentiel, on n'a pas de faire ça. Et en général, c'est ce qu'on fait et c'est la sécurité. Vous jouez la carte de la sécurité. Mais alors,
est fait pendant 3 à 4 mois. D'accord? Le minimum. Ou alors, si vous êtes courageux, et moi je pense à la suite d'un voyage là-dessus, si vous avez votre soleil, donc ça serait bien là, vous avez votre soleil, et faire des contrôles sur l'équilibre. C'était pour avoir tous les 15 jours, puis après des contrôles radiographiques ou à l'âge de 4 mois. Ça dépend comme théorie, mais moi je pense que je vais la sécurité, donc je pense qu'il y a l'intérêt. Hanche, luxard, luxard. Je préfère quand même mon appareil. Le deuxième volet, on est toujours en 4 mois, face à la naissance. En cas de fragilité, elle est à l'extérieur, elle est luxée. Mais elle est réductible. Qu'est-ce qu'on fait? On traite la même chose. Mais si, on traite carrément. Mais si, dans la hanche en place, on ne traite que 3 à 4 mois, là on va traiter pendant 4 mois en place, ça va porter sur l'enfage, ou bien faire la vie pendant 4 mois, puis 4 mois à temps plein. Il y a plus, on va rajouter 2 à 3 mois traitement de nuit. Donc en fait, on passe à 6 mois. Si au début, on est dans une grande première place, c'est la période de 3 mois. Après la dernière place, c'est celui de 2 ans. En 2-3 mois, on a des problèmes. Mais si une hanche est à l'extérieur, elle est luxée, réduite, vous en avez pour 6 mois de traitement. On est d'accord. 4 mois à temps plein et 2 à 3 mois en traitement de nuit. Donc, c'est sûr. Et bien sûr, en cas de hanche irréductible, on passe à la traction, c'est ce que je vous ai dit. Directement à la traction. Je vous résume. Même pas la peine d'essayer ça. Passer directement à la traction et irréductible. Passer à la traction. Et en général, après c'est un traitement, c'est une traction pour respecter les pressions physiologiques. Après la traction, après la marche, c'est différent. Et on n'en voit pas beaucoup après la traction. Il faut savoir en général que c'est la traction. On voit de petites subluxations. Et ben on va faire un traitement par appel de petits ou par arme de petits. En sachant que les traitements par appel de petits, c'est un complément. Mais vous allez trouver sur conférence par appel de petits, mais elles ne sont pas utilisées comme traitement d'anglais. Soit par arme de petits, et c'est le plus, et ça reste les bébés. En cas de hanche, elle est luxée, elle est extérieure, elle est luxée, mais elle est réductible. On mettra un état pour une bébé de 3 à 4 mois, ça c'est même pas de la 4 mois. On a besoin de mettre un état physique. L'enfant a 8 mois, un état physique. Il a 10 mois, un état physique. Le état physique n'a pas de limite jusqu'à la marche. Ça c'est très important. Et quand elle est réductible, après la marche, dès que l'enfant marche, c'est un traitement par traction. On ne discute plus. C'est une traction. En cas d'échec du traitement d'autonomie, on passe au traitement chirurgical. Je voulais juste vous dire quelque chose. Il faut savoir qu'on met les têtes à l'intérieur du côté, la portion la recentre par la duction la tête creuse ce côté, et cette tête creuse de côté, elle va, en le creusant, elle va traiter la digitale. Donc une tête en place va traiter la digitale tout seul. La digitale, donc, concernant le traitement de la digitale, on ne fait rien pour la digitale, mais dans le traitement dont on a parlé, on fait un bilan dans l'âge de 4-5 ans. Si à 4-5 ans, le constitue encore peut creuser, on fait une autotomie du bassin. Pas avant 4-5 ans. On ne fait rien avant 4-5 ans. C'est le traitement orthopédique. La conclusion de cette conférence, c'est quoi? On aura mis 40 minutes, c'est tout. L'examen clinique, c'est le fondement médical primordial et obligatoire de ce dépistage. Le dépistage est capital, il faut faire de bons examens cliniques et le traitement va en découler tout seul. Voilà. Je vous remercie et je vous dis bon courage. On verra avec des élèves et on verra ce qu'on pourra voir pour faire les autres conférences. Bon courage. Au revoir. Je vous remercie, professeur. Vous m'entendez? Elle a quitté. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez... Et à la prochaine, Inch'Allah.